Bonjour, petit préambule à cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander à voir une captation du spectacle, parce que vous avez envie de voir à quoi ressemble le spectacle avant de le faire venir, et c'est tout à fait naturel, mais ça n'est pas toujours très facile de vous satisfaire. D'abord parce que le théâtre se prête assez mal à ce genre d'exercice. Une bonne représentation d'une soirée peut donner une très mauvaise vidéo. Après, ça s'appelle autrement, c'est du cinématographe, hein, et ça demande d'autres moyens. Et puis ensuite parce que, par définition, le spectacle vivant, il n'est jamais le même d'un soir à l'autre. Et du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est forcément une représentation d'une fois. Tiens, à titre d'exemple, je vais vous proposer de regarder les quelques premières secondes de ce spectacle comme une image, tournée dans 3 lieux différents. Dans une salle de répétition, puis dans un petit café associatif qui s'appelle l'Arrosoir à Figeac, et puis enfin au festival de théâtre de rue à Aurillac devant à peu près 120 ou 150 personnes. Vous allez voir, ça n'est jamais exactement la même chose, loin de là. Je suis tombé amoureux des images à l'école, quand j'étais petit, grâce au bon point de Roudoudou et Rikiki. À chaque fois qu'on faisait bien son travail, toc, on avait droit à un bon point. Et alors pour 5 bons points, on avait droit à une image. Je suis tombé amoureux des images à l'école, quand j'étais petit, grâce aux bons points de Roudoudou et Rikiki. Alors vous connaissez le système, à chaque fois qu'on faisait bien son travail, tac, on avait droit à un bon point. Moi je suis tombé amoureux des images à l'école, quand j'étais petit, grâce aux bons points de Roudoudou et Rikiki. Alors ceux de ma génération s'en rappellent peut-être. Hein. Alors pour 5 bons points, on avait droit à une image. Jean Giono, qui n'était pas seulement un excellent écrivain, mais aussi un excellent conteur, disait ceci. Si vous voulez savoir si un homme est un bon conteur, vous le posez au coin d'une rue et vous le laissez parler. Au bout d'un quart d'heure, s'il a réuni autour de lui une petite foule de gens en train de l'écouter, eh bien c'est que c'est un bon conteur. Alors, Jean Giono n'avait pas connu le festival d'Aurillac, pendant lequel il faut se battre contre les bruits ambiants, la sirène des pompiers au loin, les fanfares, les spectateurs parfois un petit peu indélicats, les chiens qui traversent, les coups de vent, le soleil qui va et qui vient, et puis aussi les pannes de micro, enfin, etc., etc. Et après tout ça, vous vous dites que si les 150 personnes qui étaient venues vous écouter sont restées jusqu'au bout, malgré toutes ces distractions, oh bien ma foi, c'est que vous avez réussi un petit peu à les intéresser. Enfin bon, allez, assez de bavardage, place au spectacle. Moi, je suis tombé amoureux des images à l'école, quand j'étais petit, grâce aux bons points de Roudoudou et Rikiki. Alors ceux de ma génération s'en rappellent peut-être. Hein. Alors pour 5 bons points, on avait droit à une image. Et pour 5 images, on avait droit à une grande image. Et pour 5 grandes images, alors là, c'était le jackpot! On avait droit au poster de Roudoudou et Rikiki avec tous les bons points Roudoudou et Rikiki dessus. Alors on avait Roudoudou et Rikiki à la plage, Roudoudou et Rikiki à la piscine, Roudoudou et Rikiki font du vélo. Et le plus mieux bon point de tous, Roudoudou et Rikiki à l'école. Parce que sur le bon point de Roudoudou et Rikiki à l'école, il y avait Roudoudou et Rikiki à l'école, qui regardaient un bon point sur lequel on pouvait voir Roudoudou et Rikiki à l'école, qui eux-mêmes regardaient un bon point
sur lequel on pouvait voir Roudoudou et Rikiki à l'école, qui regardaient un bon point sur lequel on pouvait voir Roudoudou et Rikiki à l'école, qui regardaient un bon point sur lequel on pouvait voir Roudoudou et Rikiki à l'école, qui regardaient un bon point, etc., etc. On l'appelait le bon point vache qui rit, parce qu'à cette époque-là, il y avait un peu la même chose sur les boîtes de vache qui rit, vous savez, l'image dans l'image, dans l'image, dans l'image. Le problème, c'est que moi, des bons points, j'en avais jamais. Enfin, jamais légalement. Je les achetais au marché noir. Non, je sais, c'est pas bien, ne faites pas comme ça les enfants. Un bon point, 5 billes. Hey, le bon point vache qui rit, je te le fais à 10. Ouais, allez, 8 parce que celui-là il est un petit peu déchiré. Hey, j'étais nul en tout moi, mais j'étais super fort en billes. Alors avant les vacances de Noël, j'avais pu m'acheter assez de bons points pour m'offrir le poster. Alors un jour, après la récréation, à la fin de la récréation, j'ai dit aux copains, vous allez voir les copains, le poster, aujourd'hui, il est à moi. Alors j'ai attendu que tout le monde rentre en classe, moi j'ai rejoint ma table au fond de la classe. Et quand tout a été bien calme, que tout le monde a été assis, je me suis levé, c'était mon heure de gloire. J'ai traversé la classe le plus lentement possible. Je savais que tous mes copains me regardaient, ils en bavaient les copains. Et je suis arrivé au bureau de la maîtresse. J'ai sorti mes bons points le plus lentement possible. Il y a le compte. Je veux le poster. La maîtresse m'a regardé d'un drôle d'air. Elle ne se rappelait pas m'avoir jamais donné un seul bon point. Elle avait un doute. Ça se voyait sur son visage. Je n'ai jamais eu le poster de Roudoudou et Rikiki. Mais mon chagrin a été de courte durée parce que cette année-là, pour Noël, on m'a offert un dictionnaire. Mon premier dictionnaire, vous savez, une version pour débutants avec des images. En noir et blanc, les images. Oui, alors là, je précise tout de suite pour les plus jeunes, déjà à cette époque, le monde était en couleur. Oui, non, parce qu'ils ont vu des films en noir et blanc, la télévision en noir et blanc, ils en ont entendu parler, c'est vrai, la télévision était en noir et blanc, mais le monde était en couleur. Hein. Ah oui, on avait déjà des peaux rouges, on avait déjà des jaunes d'œufs, on avait déjà des bleus d'Auvergne, des verts solitaires. Le monde était en couleur. Mais mon dictionnaire était en noir et blanc. Alors, j'ai ouvert mon dictionnaire. On avait oublié de m'expliquer vraiment à quoi ça servait, un dictionnaire. Alors, j'ai essayé de lire l'histoire. Je trouvais que c'était assez confus quand même. Donc, je me suis intéressé aux images. Et j'ai commencé à les colorier. À la fin des vacances, j'avais colorié à peu près la moitié de mon dictionnaire. Et puis j'ai grandi. Alors, on m'a offert un autre dictionnaire. Sans images, celui-là. Et petit à petit, les images ont disparu de mon existence. Je les ai laissées abandonnées sur le bord du chemin, comme on abandonne un certain nombre de choses de son enfance. La panoplie d'Indiens, le nounours. On ne sait plus où on les a mis, on ne sait même plus le dernier jour où on s'en est servi. Mon rêve d'acheter un jour le magasin de marchand de bonbons. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai laissé tomber cette idée. Et donc j'ai grandi sans les images. Jusqu'au jour où, devenu adulte, je suis entré dans un magasin, dans une brocante. Je n'avais rien de spécial à y chercher, je me promenais. Et à ce moment-là, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Alors je me retourne. Ça n'était pas quelqu'un, c'était quelque chose. C'était ceci. Il était là, sur une étagère. J'ai eu l'impression qu'il m'attendait. Je ne savais pas ce que c'était. Alors je l'ai regardé un peu dans tous les sens. J'ai dû dire une phrase du genre « Oh, ça devait être un truc pour projeter des images. » Et puis comme il était un peu poussiéreux,
Je l'ai frotté comme ça avec ma main. Et au moment où j'ai eu ce geste, il y a un énorme trou qui s'est ouvert devant moi et je suis tombé. Je suis tombé, vraiment, une sorte de chute étrange, vertigineuse qui n'en finissait pas et je tombais. Je tombais, je tombais, je tombais, je tombais, je tombais. Quand enfin je suis arrivé au fond, j'ai ouvert les yeux. J'étais dans une grande salle immense, avec des dessins sur les murs. Une grotte préhistorique. Vous savez que dans les grottes, il y a les plus anciennes images connues. En couleur déjà. Il y a peut-être des grottes plus anciennes en noir et blanc, qu'on n'a pas encore trouvées. C'est une hypothèse. Mais celles qu'on connaît sont en couleur. Alors, on y voit souvent des bisons, des mammouths, des rhinocéros, des ours, des lions. Et parfois, sur certaines parois, on voit ça. Une trace de main. Il y a des parois avec des dizaines de traces de main. Et parfois même des centaines de traces de mains qui s'entremêlent. Des mains d'hommes, des mains de femmes, des mains d'enfants. Qu'est-ce qu'elles signifient, ces mains? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? On n'en sait rien. Peut-être qu'ils ont essayé de communiquer avec l'autre côté de la paroi, avec l'au-delà, avec le monde étrange du fond des grottes. Ou alors, peut-être qu'un petit malin avait éteint la lumière. Alors eux, pendant des heures, ils ont cherché la sortie de secours. Ça pourrait être une explication, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que c'est, ces images. On ne sait pas d'où elles viennent, les images. Tiens, la première image, la toute première image au monde, qu'est-ce que ça pouvait être? On ne sait pas. Moi, j'ai bien ma petite idée. C'est une théorie personnelle, hein. Je vous la livre pour ce qu'elle vaut, mais je me dis que peut-être, un jour, un homme marchait sur une plage. La la la, la 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 la. Oui, ok, non, pour la musique, je ne suis pas complètement sûr. Hein. Bon, disons qu'un homme marchait sur une plage, à un moment il se retourne, et là il voit une empreinte de pied. Alors son premier réflexe, c'est de se dire « Oh mon Dieu, je suis suivi !» Mais non, benez, c'est moi-même. Ça a peut-être commencé comme ça, la première image. Un homme qui regarde son empreinte de pied et qui se dit « Demain, j'irai dans la grotte et je ferai mon empreinte demain. » Demain. Oui, ok, bon, c'est une théorie personnelle. Bon, en tout cas, les Grecs anciens, eux, savaient d'où venait la première image. Oui, alors là, je dois vous expliquer que je vais vous parler un petit peu des Grecs anciens, parce que, si vous voulez, c'est un spectacle cultivateur, hein, je ne vous ai pas prévenu avant, c'est un spectacle qui cultive, si vous voulez. Hein, et j'ai obtenu des subventions du ministère de l'Agriculture, ou de la culture peut-être, je ne sais plus très bien, j'avais demandé un peu à tout le monde, il y en a un qui m'a donné en tout cas, et donc par contrat, hein, je suis obligé de mettre des morceaux de culture dans le spectacle, mais je vous rassure, hein, c'est des petits morceaux, vous savez, comme quand vous achetez des yaourts aux fruits, il y a des petits bouts de fruits de rien du tout, ça s'avale et ça se digère très très facilement, hein, je vous rassure. Hein. Alors donc voilà, pour le contrat, je vais vous parler des Grecs anciens, un petit topo rapide, ça fera du bien pour tout le monde, hein, un petit aide-mémoire comme ça. Donc les Grecs anciens étaient des Grecs qui vivaient il y a très très longtemps, à l'époque des Grecs en fait. Ils ont, qu'est-ce que je peux vous dire? Ils avaient beaucoup de dieux. Hein. Ils ont construit énormément de monuments en ruine afin de développer le tourisme. Ça a très bien marché d'ailleurs. Ils ont également écrit de magnifiques histoires. Hein. Si vous avez entendu parler peut-être d'Ulysse. Eh bien, Ulysse, c'est eux, vous savez, c'est l'histoire d'un gars qui part faire la guerre de trois fois, comme ça, et après il essaye de revenir, mais son GPS ne marche pas, il se perd, il a des aventures, c'est vraiment passionnant, hein. Si vous ne l'avez pas lu, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous demandez le livre, je pense que ça doit s'appeler, je crois, Ulysse au pays des merveilles, et c'est vraiment très 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 bien. Oui, non, c'est pas... Ah non, pardon, oui. Non, voilà. Dès que j'essaye de faire de la culture, vous voyez à quoi j'arrive.
Non, c'est pas Ulysse au pays des merveilles, c'est... attendez, faut pas m'aider, je vais trouver. Je sais que c'est un prénom de fille. Eliane. Liliane, c'est ça, Liliane. Liliane et l'Odyssée. Non. Autant pour moi. Non, mais quand ça veut pas, ça veut... Non, c'est pas Liliane, bien sûr, c'est l'Iliade. L'Iliade et l'Odyssée. Liliane, c'est une autre histoire, c'est avec Tarzan, je crois. Tarzan dans l'Iliane, tout ça. Enfin, bon, je mélange un peu. Bon, de toute façon, en fait, on s'en fiche parce que la première image n'a pas été créée par Ulysse ou par un dieu grec, non, non. La première image, d'après les Grecs, elle a été inventée par une jeune fille. Une jeune fille qui s'appelait Callirhoé. Alors, je ne sais pas s'il y a une Callirhoé dans le public aujourd'hui. C'est un prénom peu porté, hein. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, Callirhoé, c'était une jeune fille de 20 ans à peu près. Elle était amoureuse d'un jeune homme. Et le jeune homme était amoureux d'elle. Alors là, je le dis tout de suite pour les plus jeunes, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça se passe jamais comme ça. Jamais. Dans les livres, on peut. Donc là, dans le livre, ça marche. Dans l'histoire, ça marche. Ils étaient amoureux tous les deux, tout marchait très bien. Mais malgré tout, un jour, le jeune homme annonce à Callirhoé qu'il doit partir. Non pas parce qu'il ne l'aime plus, mais parce qu'il est soldat et que c'est la guerre. Et que même si la guerre c'est triste, eh bien il doit y aller. Et ça n'a pas que des mauvais côtés. On peut s'amuser à trancher des membres, couper des têtes, éventrer des bedaines, faire jaillir du sang impur, de ce sang impur qui abreuvera nos sillons aux armes citoyens. Le jour de gloire est arrivé. Non mais j'y vais parce que c'est mon devoir. Callirhoé le regarde et lui dit: mais ton absence va creuser en moi un trou plus profond que la fosse des Kermadec. C'est vrai, je suis pas sûr que vous appréciez la métaphore là. C'est la fosse des Kermadec qui vous bloque un peu. Oui, alors, ok, je vous explique. Donc la fosse des Kermadec est une fosse océanique de l'océan Pacifique. Elle est située au nord de la Nouvelle-Zélande et elle est provoquée par la subduction de la plaque pacifique par la plaque australienne. Sa profondeur, et c'est là que ça nous intéresse pour la métaphore, sa profondeur atteint 10 050 mètres, ce qui vous montre à quel point l'absence du jeune homme va creuser un trou profond dans le cœur de Callirhoé. Alors vous allez me dire, elle est drôlement belle, ton histoire d'amour, Basile. Tu la racontes tellement bien, avec cette voix suave qui te caractérise. Mais en même temps, malgré tous les frissons qui nous hérissent le corps quand on t'écoute, quel est le rapport avec l'histoire de l'invention de la première image? Eh bien, c'est là que le génie de Callirhoé sort de la lampe d'Aladin. Ou peut-être que le génie d'Aladin sort de la lampe de Callirhoé, je ne sais jamais dans quel sens ça marche. En tout cas, un jour que ces deux-là sont dans un lit et que... il y a des enfants, alors comment dire, alors, je dirais, ils sont dans un lit et ils viennent de se prouver l'un à l'autre à quel point leur amour est infini, mais que là c'est fini quand même un petit peu pour le moment parce qu'il faut bien que le jeune homme fasse une pause. Donc ce jour-là, Callirhoé regarde son amant et lui dit « Ne bouge pas ». Alors il faut vous représenter la scène, hein. On est dans la chambre de Callirhoé. Elle est éclairée par une petite bougie, donc la pièce est dans la pénombre. Les deux amants sont nus. Il est à genoux à côté d'elle, il la regarde. Elle le contemple. Et à ce moment-là, une pensée immensément triste lui vient à l'esprit. Demain, il va partir à la guerre. Elle ne le reverra peut-être jamais. Alors comment garder un souvenir de ce moment de bonheur partagé? Comment garder une image de cet instant? Alors c'est là qu'elle lui dit: ne bouge pas. Pendant qu'il reste immobile, elle jaillit hors du lit, elle s'empare d'un morceau de charbon dans la cheminée, et pendant qu'il reste là, elle va dessiner le contour de l'ombre du jeune homme, sa silhouette. Et voilà comment, d'après les Grecs, serait née la première image au monde, grâce à l'amour de cette jeune fille. Alors ça n'est bien sûr qu'un conte, une légende, une histoire imaginaire, et dans imaginaire il y a image. Mais c'est intéressant de voir que ce soit dans le fond des grottes ou dans la chambre de Callirhoé, il y a toujours
une petite lumière, une petite bougie, une petite lueur, un mur ou une paroi, parce que depuis la nuit des temps, les images ont joué avec les ombres et les lumières, les salles obscures et les chambres noires. Ce petit projecteur, car c'en est bien un, j'ai fini par l'acquérir pour une poignée d'euros et quand je l'ai ramené chez moi, il m'a raconté son histoire. Son histoire à lui, elle a commencé en 1932 à Barcelone, au pied d'un sapin de Noël. Il y avait là une petite fille qui s'appelait Lucia et son petit compagnon, un chat, qu'elle appelait Gato. Alors tous les matins, Gato venait la réveiller en lui léchant le bout du nez d'un petit coup de langue bien râpeux. Elle, ça la chatouillait, et voilà, elle rigolait, elle commençait bien la journée. Alors tous les deux, ils allaient à la boulangerie, et puis c'était l'heure du petit déjeuner. Lui mangeait ses premières croquettes du matin, et elle, des tartines de confiture qu'elle confiturait des deux côtés, de manière à ce que si jamais la tartine tombe par terre, il reste toujours un côté propre. Elle en avait là-dedans, la petite, hein. Alors on peut vraiment dire que ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre, hein, surtout le chat. S'il y en a un qui a compris, il expliquera aux autres. Alors à ce moment-là de mon histoire, il y a un passage très triste, et je suis sûr que vous n'avez pas envie d'entendre des choses tristes, alors je vais passer un petit peu rapidement. Il meurt, voilà, comme ça c'est fait. Ah non, non, quand j'ai dit il meurt, oui tu as raison de poser la question, non c'est que le chat. Eh oui, ça aurait pu être tous les deux. Hein. Non, c'est que le chat. Ah, mais heureusement, on croyait que c'était aussi la petite fille. Bah si c'est que le chat, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Bah si, quand même un peu. Bon, écoute, je vais te raconter l'accident du coup, allez. Alors, voilà comment ça s'est passé. Un matin, ils rentrent de la boulangerie, comme d'habitude, et ils ont une route à traverser. Et les enfants, vous savez bien qu'il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser une route, seulement eux, ils oublient. Et à ce moment-là, il y a un automobiliste qui arrive. Lui, il roule un petit peu vite, il les a vus, mais il voit bien qu'il n'a pas le temps de freiner. Alors, il hésite, il essaye de freiner quand même, et puis il hésite droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et comme toujours, quand on hésite entre la droite et la gauche, à la fin, tac! On se retrouve avec Macron. Oh, pardon. Non, alors là, j'ai honte. Non, écoutez, non, c'est la fatigue du festival, on est tous un peu sur les nerfs, et je finis par dire ce que je pense. Enfin, non, je veux dire, je finis par... Oh là, non, excusez-moi. Non, on pourrait dire que vous n'avez rien entendu, et je reprends, parce que non, c'est pas comme ça, non, dans le spectacle, c'est pas comme ça. Non, je devais dire... alors, il arrive, il hésite entre la droite et la gauche et la droite, et à chaque fois, quand on hésite entre la gauche et la droite, à la fin, c'est une catastrophe. Voilà, c'est ça que je devais dire. Hein. Ouais, ok, je me suis pas rattrapé, d'accord. Bon. Non, arrêtez, parce que sinon, les subventions, moi... Bon, on enchaîne. Alors, donc, le boulanger, il entend le coup de frein, les cris, il sort de sa boulangerie, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il y a son pain dans le caniveau, et des morceaux de gâteau partout. Alors la petite Lucia, évidemment, on peut imaginer, elle est complètement désespérée d'avoir perdu son petit compagnon. Le matin, elle n'arrive plus à se réveiller, elle essaye de se lécher le bout du nez toute seule, mais tiens, vas-y, impossible, essaye. Ensuite, elle renonce à ses tartines de pain biconfiturées, à la place, elle mâchonne tristement des croquettes pour chat. On peut dire que l'absence de son compagnon creuse dans son cœur un trou plus profond que la fosse des Kermadec. La fosse des Kermadec, bien connue des géographes et de nos auditeurs les plus attentifs. Alors, ses parents sont désespérés, que faire? Que faire pour lui redonner le sourire? Et c'est là, à ce moment-là, qu'au fin fond de Barcelone, deux frères, Josep et Thomas Nicolau, vont redonner le sourire et la joie à cette petite fille. Alors comment? Eh bien, dans la famille Nicolau, il y a d'abord eu le grand-père qui a fait fortune en créant une entreprise de papier peint. Et puis après quelques années de réussite, il s'est dit « Oh, c'est bien la réussite, mais enfin j'ai envie de changer de vie radicalement, de faire complètement autre chose, la fantaisie, l'aventure, que diable !» Alors il monte une usine de papier calque. Oui, il avait la fantaisie limitée quand même. Hein. Et avec le papier calque, ses deux petits-fils, Josep et Thomas, vont avoir l'idée de fabriquer des images transparentes. Et avec des images transparentes, on peut faire des films. Et c'est comme ça qu'en 1932, ils vont déposer le brevet de ce petit appareil, le premier projecteur de cinéma
pour enfants. Alors, voilà comment il fonctionne. C'est un procédé très ingénieux. Hein. Il y a deux petits trous ici. Je vais le montrer pour les gens qui sont un peu sur le côté. Hein. Vous voyez, il y a ici deux sorties. Hein. Tout le monde les voit. Et ça va permettre de faire passer un obturateur de haut en bas, comme ceci, hein, à l'intérieur de la petite boîte, quand on tourne la manivelle. Et donc, on va pouvoir projeter des images qui sont disposées comme ceci. Voilà, c'est un agrandissement d'un film qui fonctionne avec cet appareil. À chaque fois, une image en haut et une image en bas, et ça fait une petite scène. Et puis on passe à la scène suivante. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Imaginez par exemple un jeune homme qui mange une glace sur le bord du trottoir. Alors vous allez imaginer un jeune homme. Ne riez pas, hein, faites un effort d'imagination, c'est du théâtre. Et vous allez imaginer une glace. C'est plus facile la glace, ouais, d'accord. Alors le jeune homme mange sa glace. Je ne vous tire pas la langue, hein, monsieur, c'est parce que c'est du théâtre et là je mange ma glace. Vous voyez, il faut faire un effort d'imagination, il ne faut pas se fâcher. Alors voilà, on va dire que c'est l'image 1, disons l'image du haut. Allez, il mange sa glace. Et il se régale. Hein. Image 2, il aperçoit sa fiancée qui vient vers lui, qui marche. Et naturellement, il est heureux, alors il sourit et il la salue. C'est l'image 2. Il tient toujours sa glace. Alors, on va mettre ces deux images l'une au-dessus de l'autre, on va tourner la petite manivelle, et voilà une petite scène. Oui, il ne faut pas tourner trop vite la manivelle non plus, moi je ne peux pas suivre. Hein. Alors, c'est la scène 1. Alors, on passe à la scène 2. Il va courir vers sa fiancée, naturellement. Image 1, image 2. Et puis on passe à la scène 3, il arrive à hauteur de sa fiancée et il l'embrasse. Là j'ai un petit souci, je ne peux pas faire la scène 3 tout seul. J'ai besoin d'un accessoire. Hein. Enfin non, je veux dire, non, excusez-moi. Non, j'ai besoin d'une partenaire, je voulais dire. C'est pas un rôle très très difficile, il suffit de m'embrasser. Oui, il n'y a pas de texte à apprendre. Bon, ok, d'accord, c'est pas l'enthousiasme. Bon, non mais vous avez le droit, je veux dire, on n'est pas obligé. Hein. Tant pis d'ailleurs, je me dis c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de faire la scène 3 parce que avec, vous savez, l'affaire Weinstein, tout ça, il y a des trucs un peu glauques. Je voudrais pas qu'on dise que dans les spectacles de Basile, il y a des femmes qui sont obligées de faire des choses qu'elles veulent pas juste pour avoir un rôle. Hein, d'accord? Donc, il vaut mieux pas faire la scène 3. C'est plus prudent. On laisse tomber la scène 3. C'est dommage, moi je trouve que c'est la plus intéressante, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va revenir au projecteur, c'est plus prudent. Hein, d'accord? Ce projecteur fantastique. D'ailleurs, je suis en train de penser s'il y a des femmes qui n'ont pas compris le spectacle, par exemple, qui voudraient que je leur fasse la scène 3 après le spectacle, c'est aussi possible. Elles ont qu'à me dire, me voir. Non, je retourne au projecteur. Ce qui est formidable avec ce petit projecteur, c'est que les enfants vont très vite pouvoir comprendre comment il fonctionne. Et ils vont pouvoir eux-mêmes réaliser des petits films. Un peu de papier calque, des crayons de couleur, et c'est parti. Alors la petite Lucia, évidemment, elle va dessiner un petit chat, gâteau. Et là, dans sa chambre, elle va pouvoir se remémorer toutes leurs petites bêtises, leur petit déjeuner, leur partie de cache-cache. Et là, sur le mur de sa chambre, elle va faire revivre tout ça. Grâce à la magie des images, elle va surmonter sa douleur. Magnifique histoire. Alors pour en arriver à ça, il a fallu une longue histoire courte. Alors je dis une longue histoire courte, c'est pas pour faire un jeu de mots, c'est parce que ça dépend si vous considérez que 100 ans, c'est beaucoup ou pas beaucoup. Hein, si vous considérez que, par exemple, que votre grand-mère a une centaine d'années, à 100 ans, pour une grand-mère, ça commence à faire un bel âge. Mais si vous pensez que la grotte Chauvet a été peinte il y a environ 35 000 ans, la grotte de Lascaux il y a environ 15 000 ans, et pendant ces milliers d'années, les images sont restées fixes, immobiles. Et d'un seul coup, en 100 ans, on va apprendre à les faire bouger. Alors à ce moment-là, 100 ans, ça n'est pas tellement, finalement. Nous allons donc remonter l'histoire, survoler la géographie et atterrir dans le Brabant. Le Brabant, une petite région de Belgique. Bravo, madame. Alors, je crois que vous avez mérité un bon point.
Alors vous allez venir chercher votre bon point, s'il vous plaît. Oui, 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 vous l'avez mérité. Êtes-vous belge par hasard? Ah, sinon je ne vous aurais pas donné le bon point, c'était trop facile. Mais là, vous avez gagné un magnifique bon point à mon effigie. Parce que depuis Roudoudou et Rikiki, j'avais envie de faire ça. Voilà, je vous félicite. Bravo. Hop. Voilà, si j'avais pas eu le micro, je vous aurais fait la bise, mais je vous la ferai plus tard, si vous voulez. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir, néanmoins, ça ne vous dispense pas de revoir votre géographie. Parce qu'il n'y en a qu'une, peut-être deux qui ont pu répondre. Donc nous voici dans le Brabant, en Belgique, un matin de 1815, et il y a là un petit enfant qui s'appelle Joseph Plateau, qui est assis sur une pierre, et le pauvre Joseph Plateau, qui a 13 ans à peu près, il n'a pas eu de chance. Il a perdu son père, puis sa mère le même mois. Son tuteur l'a envoyé là, dans ce petit hameau du Brabant, complètement perdu dans la campagne, dans l'espoir qu'il puisse un peu oublier son chagrin. Et lui, pour se distraire, il peint des aquarelles. Alors, nous sommes là dans ce petit matin de 1815, et à ce moment-là, il est en train de peindre, il entend un cheval qui arrive, un cheval au grand galop. Alors, il lève le nez, effectivement, il y a un cheval. Le cavalier a l'air drôlement pressé, il fait des grands gestes, il fouette son cheval, il essaye de crier quelque chose, qu'est-ce qu'il raconte? Ah mon Dieu! Il paraît que les armées françaises approchent par ici. Il paraît que les Prussiens sont en train de détaler. Ils leur ont fichu une belle déculottée. Et il dit aussi que les Anglais ont installé leur campement dans le petit village derrière la colline. Là. Vous savez, le petit village de Waterloo. Alors dans le hameau, c'est la panique. Une bataille va s'engager, c'est évident. Que faire? La quinzaine d'habitants qui se trouvent là s'enfuient sans avoir le temps de rien prendre avec eux. Et pendant 3 jours et 3 nuits, ils vont se cacher dans un petit bois, non loin, tremblant à l'idée qu'à tout instant, des soldats peuvent survenir pour les massacrer. Ils se groupent autour d'un petit feu. Joseph Plateau est parmi eux. Mais ce n'est qu'au matin du 3e jour que la bataille s'engage. Là où ils sont, ils ne peuvent rien voir, mais ils entendent. Ils entendent d'abord le roulement des tambours, et puis le vacarme des canons qui commencent à pilonner le champ de bataille, la charge des cavaleries, avec le tremblement du sol sous le pas des sabots. Et puis bientôt, ils entendent le hennissement terrible des chevaux éventrés par les boulets, le claquement sec des fusils, et les hommes qui, à leur tour, crient, hurlent sous la mitraille. Ils flottent dans l'air des odeurs de feu, de sang, de poudre. Et puis le soir tombe, les bruits de la bataille s'éteignent peu à peu. Alors le lendemain matin, ils osent jeter un œil à l'orée du bois, et ce qu'ils découvrent, c'est un carnage, un massacre, une boucherie, des milliers de corps entassés. Mais le petit Joseph Plateau, lui, il vient se rasseoir sur sa pierre, il sort ses aquarelles et il se remet à peindre. Il peint la ferme devant lui avec son toit éventré par les boulets, et tout autour il ajoute les canons et les tambours abandonnés et les cadavres de chevaux et d'hommes. Cette aquarelle, on peut la voir encore aujourd'hui dans le petit musée de Waterloo. C'est le premier témoignage de cette bataille, peinte par un enfant de 13 ans. Et pourtant, si je vous parle de Joseph Plateau, ça n'est pas à cause de cette aquarelle, mais parce que cet enfant va grandir, il va devenir un mathématicien et un physicien, un savant. Et il va être le premier à être en mesure de faire bouger une image. Comment? Grâce à cet objet, le phénakistiscope. Alors, je vous invite à essayer de retenir ce nom, comme ça vous pourrez vraiment briller dans les salons, et vous pourrez éventuellement gagner au Scrabble, hein, le phénakistiscope. Alors, vous allez répéter après moi, le phénakistiscope.
phénakistiscope. Allez, encore une fois, phénakistiscope. Ça commence à venir. Quand vous irez sur la roulotte à images, Nicole, qui est là-bas, vous demandera comment s'appelle cet objet. Et vous gagnerez peut-être un bon point. Alors, le phénakistiscope, c'est une dizaine d'images qui tournent en boucle. Et grâce aux petits trous qui sont ici, eh bien, ces images vont pouvoir s'animer. Alors, je ne peux pas vous montrer son effet, parce que si je fais tourner cet objet, vous ne voyez pas ce qui se passe, hein, c'est embrouillé. Il faut se mettre devant un miroir et regarder dans les petits trous comme ceci. Et à ce moment-là, oui, l'image se met en mouvement, et ce petit acrobate, on le voit, qui fait des saltos au-dessus de sa chaise, encore et encore. C'est absolument fascinant, et pour le public de l'époque, cet objet, c'est tellement merveilleux qu'en 2 ans à peine, il va faire le tour du monde, des États-Unis jusqu'à la Russie. Tout le monde voudra regarder dans le phénakistiscope de Joseph Plateau. Merveilleux. Je voudrais ici d'ailleurs m'arrêter un instant, parce que aujourd'hui, bien sûr, nous sommes presque blasés de voir des images en mouvement, des films, des dessins animés, des vidéos, on peut en voir tant qu'on veut. Et pourtant, je ne suis pas certain que tout le monde a bien compris qu'une image en mouvement est toujours une illusion d'optique. Une image est fixe, elle ne bouge pas. Pour avoir l'impression d'un mouvement, il faut au moins 2 images qui se succèdent. Avec 2 images, c'est suffisant pour obtenir un début de mouvement. C'est le procédé qu'utilise ce petit appareil. 2 images et on a des petites scénettes. La plupart des films que nous voyons sont tournés à raison de 24 ou 25 images secondes parce que c'est le minimum d'images qu'il faut pour avoir une image agréable à regarder sans que ça fatigue les yeux. Mais on peut tourner des films aujourd'hui à raison de 2000, 4000, 6000 images par seconde. Imaginez ça, 6000 images en 1 seconde. Alors, à quoi bon? À quoi bon tourner autant d'images puisque 25 suffisent? Eh bien, c'est qu'ensuite, on peut projeter ces images au ralenti et obtenir des ralentis d'une netteté extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le slow motion. Je vais vous donner un exemple. Imaginez une mouche qui décolle. Rien de plus agaçant qu'une mouche. Mais, pardon, une mouche qui décolle au ralenti, ça change tout. Alors je vais vous faire la mouche au ralenti parce que vous êtes un public attentif et que je vous aime bien. C'est la seule cascade du spectacle. Alors, je vais mettre un peu de profil pour ceux qui sont derrière. Imaginez la mouche. J'imagine une tête comme ça, je suis pas sûr. C'est tellement plus beau, tellement plus élégant. Hein. Vous avez vu, il y a même personne qui a essayé de me tuer. Tellement c'est beau. Tous ces mouvements d'image, on les doit donc à Joseph Plateau. Après Joseph Plateau, le monde va se diviser en 2. Il y a ceux qui ne se lassent pas de regarder tourner le petit acrobate, et il y a ceux qui se lassent de regarder tourner éternellement le petit acrobate et faire des saltos au-dessus de sa chaise, et qui aimeraient bien savoir la suite. Qu'est-ce qu'il fait après? Mais pendant 40 ans, il n'y aura pas de nouveauté dans le monde de l'image. Pendant 40 ans, le phénakistiscope représente vraiment le sommet de la science de l'image. Et enfin va arriver un homme qui s'appelle Émile Reynaud. Alors, qui connaît Émile Reynaud de nos jours? Franchement, à part les membres de sa famille, les spécialistes du cinématographe et éventuellement les gens qui ont déjà vu le spectacle, pas grand monde. Et pourtant, Émile Reynaud, c'est l'inventeur du dessin animé. Émile Reynaud, il a d'abord inventé ceci, le praxinoscope. Alors le praxinoscope, c'est une dizaine d'images qui tournent en boucle et qui vont créer une illusion de mouvement pendant 1 seconde. Alors, j'en entends certains qui se disent, ouais, enfin, 1 seconde d'animation, une dizaine d'images qui tournent en boucle, Joseph Plateau avait déjà fait ça. C'est là que je vois que j'ai affaire à des spécialistes, parce que des gens qui connaissent Joseph Plateau, il n'y en a pas tant que ça, bravo. Mais je vous ferai remarquer qu'ici, il y a une petite différence. L'utilisation des miroirs.
On a mis 40 ans de réflexion pour finalement faire réfléchir les miroirs. Grâce au miroir, l'image est beaucoup plus nette, beaucoup plus fluide, et vraiment, on ne s'en lasse pas. Enfin, on s'en lasse quand même au bout d'un moment, il faut bien le dire. Et c'est exactement ce que va se dire Émile Reynaud. Il va se demander comment il peut aller plus loin. Alors, il va se poser deux questions. Premièrement, comment il pourrait projeter ces images sur un écran pour en faire profiter un large public? Et deuxièmement, comment est-ce qu'il pourrait rallonger l'histoire? Alors pour la première question, il va avoir l'idée d'utiliser une lanterne magique. Alors en voici une lanterne qui date des années 1910 ou 20. On savait déjà depuis plusieurs siècles projeter des images sur un mur à l'aide de projecteurs comme ceci. Mais lanterne magique, c'est quand même plus joli que projecteur. Celle-ci fonctionnait avec une lampe à huile, ce qui explique qu'il y avait un trou en haut pour la cheminée. Alors, on projetait des images fixes qui étaient peintes sur des plaques de verre. Émile Reynaud a donc l'idée d'utiliser cette lanterne. Il fabrique des images sur du verre qu'il va mettre autour de son praxinoscope et de cette manière, en rebondissant sur le miroir, la lumière va traverser l'image, rebondir sur le miroir et il arrive à projeter les images sur un écran. Premier progrès. Maintenant, il fallait rallonger la série d'images. Il va donc mettre au lieu d'une dizaine d'images, une centaine, des centaines d'images. Et il va faire circuler tout ça sur une longue table. Et à un moment, cette bande d'images passe devant la lanterne magique. Et voilà, sur l'écran, on a des dessins qui s'animent. C'est merveilleux. Le petit acrobate, c'était une bonne nouvelle pour lui. La première bonne nouvelle, c'est qu'il pouvait s'asseoir sur sa chaise. Après 40 ans, avoir sauté au-dessus, c'était quand même pas mal. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il s'est retrouvé habillé en Pierrot. On lui a fait rencontrer une super petite nana qui s'appelait Colombine. Et une histoire d'amour est née. Sauf qu'il y avait Harlequin. Harlequin qui venait lui taper sur la tête de temps en temps. Et voilà, les premiers dessins animés qu'Émile Reynaud va appeler les pantomimes lumineuses. Alors, à partir de 1888, au Théâtre Grévin, Émile Reynaud propose ces pantomimes lumineuses et c'est un succès monstrueux. Des milliers de gens ont envie de voir ces petits bonhommes de lumière qui s'agitent sur l'écran. Mais Émile a envie d'aller plus loin. Il a des idées, Émile Reynaud. Il se dit que si au lieu d'images, pour créer un dessin animé, si au lieu de ça, il pouvait utiliser des photos, alors ce ne serait plus un dessin animé, ce serait autre chose, qui n'a pas encore de nom et qu'on appellera bientôt le cinématographe. Il aimerait bien montrer la réalité, mais comment faire? Il lui faudrait du temps et de l'argent pour développer ses recherches. Il n'a ni l'un ni l'autre, pas le temps, puisque toute la journée il est projectionniste au Théâtre Grévin. Le soir, il doit souvent réparer ses petites bandes en papier qui se déchirent. En plus, on lui réclame sans arrêt des nouveaux films. Alors, il passe des nuits entières à dessiner, à colorier. Et de l'argent, il n'en a pas non plus, parce qu'il est payé au forfait. Les recettes sont très bonnes, excellentes, mais elles vont dans les poches des directeurs, des propriétaires du théâtre. Parce qu'à cette époque, ce n'étaient pas forcément ceux qui travaillaient qui gagnaient de l'argent, mais plutôt les patrons. Après, ça a changé, maintenant, on n'en est plus là. Si, c'est pas partout encore. Je croyais, moi. Enfin bon, toujours est-il que Émile Reynaud va donc se faire doubler en quelque sorte par les frères Lumière, qui vont, eux, mettre le cinéma au point en 1895. Et à partir de ce moment-là, le public pour les pantomimes lumineuses va décroître assez rapidement, jusqu'au jour où le directeur du Théâtre Grévin va le convoquer et il va lui dire « Monsieur Reynaud, vos pantomimes lumineuses, ça a été une grande réussite, mais c'est dépassé, ça n'a pas d'avenir. Alors, merci Monsieur Reynaud, au revoir. » Et Émile Reynaud disparaît de l'histoire. Le petit saltimbanque, le petit acrobate a très mal fini. Il est resté enfermé dans une malle pendant des années. Émile Reynaud était oublié, abandonné de tous. Alors un jour, le petit acrobate, il en a eu marre, il est sorti de son film. Et il est allé voir Émile. Émile! Hé Émile! C'est moi!
Le petit acrobate. Enfin, un Pierrot, si tu veux. Dis donc, j'ai discuté avec Colombine, là, et les autres. Ça fait des années que tu nous as pas sortis, là. On aimerait bien que tu nous fasses une petite projection. Tu pourrais aussi nous inventer des nouvelles histoires. On pourrait partir en vacances avec Colombine, aller à la montagne, ou tiens, à Aurillac, il paraît qu'il y a un super festival en ce moment. Émile. Émile. Hé, tu pleures? T'es triste? Émile, fais-nous des histoires. Mais Émile, il avait plus tellement envie de faire des histoires. Il avait plus du tout le cœur à ça, à vrai dire. Alors ce soir-là, il est allé devant sa malle. Il a ouverte. Il a pris tous les dessins animés, ces petits films, un par un. Il les a mis dans un grand sac. Et le sac, il l'a mis sur son dos. Et il est allé marcher tout seul dans les rues. Et c'est pas l'on conduit sur les quais de la Seine. Et là, il a dû penser que cette invention qui lui avait pris sa vie, mangé sa vie, ça ne servirait jamais à rien. Pourquoi avoir passé toutes ces années pour rien? Alors il a jeté le sac dans l'eau. Disparu les premiers dessins animés de l'histoire. Et voilà pourquoi vous n'avez jamais entendu parler d'Émile Reynaud. Il y a des gens qui passent leur vie à créer une œuvre et qui meurent dans l'anonymat, pendant que d'autres qui n'ont jamais rien fait, mais alors rien du tout, deviennent hyper célèbres. Et là, je pense à quelqu'un de précis. Je pense, c'est une histoire vraiment étrange, incroyable. Je pense au premier homme qui a été pris en photo, le tout premier. Eh bien, ce tout premier homme, on ne sait pas qui c'est. C'est un inconnu. Et le mieux, c'est que lui-même n'a jamais su qu'il avait été pris en photo. Et le encore mieux, c'est que le photographe lui-même ne l'a pas fait exprès. C'est une drôle d'histoire. Ça s'est passé en 1839, boulevard du Temple, à Paris, un matin de printemps. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde sur le boulevard. Des gens qui circulaient, des voitures à cheval, bien sûr, puisque à cette époque, les voitures étaient tirées par des chevaux. Et puis après, on a inventé le moteur. Alors les chevaux ont dit, c'est super, nous, on va pouvoir se reposer maintenant. C'est pour ça que maintenant, quand on les voit dans les champs, ils sont heureux. Alors que nous, on invente des nouvelles machines tous les jours. Et on travaille de plus en plus. Ça prouve que le cheval est plus intelligent que l'homme. Alors, je m'égare un peu. Donc, les gens vont et viennent sur le boulevard et ils ne savent pas que là-haut, à la fenêtre d'un immeuble, l'œil de la modernité les regarde. Parce que là-haut, il y a un certain Louis Daguerre. Et Louis Daguerre, c'est l'un des inventeurs de la photographie avec Nicéphore Niepce. Ils y ont travaillé tous les deux, et ce jour-là, Louis Daguerre s'apprête à prendre une photo du boulevard. Bon, en fait, le boulevard, il s'en fiche. Il veut juste tester son appareil, et pour prendre une photo, il lève la plaque qui bouche l'obturateur. Derrière, il y a une plaque de verre. Il faut que la lumière s'imprègne pendant un quart d'heure. Quand on dit la vitesse de la lumière, vous voyez, à l'époque, il lui fallait un quart d'heure pour arriver, parce que c'était autrefois. La lumière voyageait moins vite, forcément. Et donc il ouvre l'obturateur, et là, il laisse son appareil. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce quart d'heure? On n'en sait rien, mais il n'a pas passé un quart d'heure à regarder le boulevard. Il a peut-être balayé un peu chez lui, fait la vaisselle. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Peut-être il est allé discuter avec sa voisine de palier. C'est aussi ce que j'aurais aimé faire à sa place. Toujours est-il qu'il n'a pas trop regardé ce qui se passait. Les gens sur le boulevard, ils ont vaqué à leurs occupations. Ils ne savaient pas qu'on était en train de les prendre en photo. D'ailleurs, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'une photo. Alors, si bien qu'ils n'ont pas imprimé la plaque de verre. Le résultat, c'est un boulevard vide. Alors qu'on est à l'heure de pointe, il devrait y avoir plein de monde, mais non. Les gens ont bougé. Alors, ils ne sont pas sur la photo. Il n'y a personne. Personne, sauf un personnage ici, au bout de mon doigt, vous voyez. On le distingue. Alors, sur cette photo, il mesure à peu près 2 cm. C'est un agrandissement. Donc, vous voyez, c'est quand même le premier homme qui passe à la postérité sous la forme d'une crotte de mouche. Il fallait le faire. Si vous voulez, vous pouvez venir voir la photo de plus près à la fin de ce spectacle. Et donc cet homme, on ne sait pas qui c'est. Alors, c'est peut-être l'inventeur de la slow life. Un gars qui s'est dit, à quoi bon courir vers mon destin
puisque mon destin vient vers moi de toute façon, ce qui n'est pas faux, remarquez bien. Alors encore aujourd'hui, il y a des querelles d'experts pour savoir si cet homme est dans cette position-là, parce qu'il est en train de se faire cirer les chaussures, ce qui expliquerait qu'il est resté immobile suffisamment longtemps, pardon. Ou alors, il y a d'autres personnes qui pensent qu'il est dans cette position-là, parce qu'il est en train de remplir un seau à la fontaine, donc ça expliquerait sa position et son immobilité. On ne sait pas exactement, en tout cas, je me suis fait une réflexion, là aussi c'est une petite théorie personnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le métro notamment, on place des caméras de surveillance qui sont chargées, entre autres choses, de surveiller les gens immobiles. Parce qu'on suppose que quelqu'un qui est immobile, au milieu de la foule, c'est louche. Et on a raison. Parce que l'immobilité, ça permet le rêve. Et le rêve, c'est le début de la révolution. Donc, cet homme était un terroriste du rêve. Théorie personnelle. Alors, je vous parle d'images depuis tout à l'heure et l'autre jour, je me suis dit que la plupart, enfin en tout cas beaucoup d'images, aujourd'hui circulent à travers ce petit rectangle qu'on appelle le smartphone. Et je me suis demandé qui avait inventé ce petit objet que presque tout le monde a sur lui aujourd'hui, ce fameux smartphone. Alors vous voyez, comme on est ingrat, hein, on parle d'inventeur oublié. Alors j'ai cherché pour vous et j'ai trouvé. J'ai trouvé son nom. Enfin, c'est assez bizarre. Je n'ai pas trouvé son nom exactement parce qu'on ne le trouve nulle part. On ne trouve que ses initiales. C'est un mystère. Ça commence par un I. Alors I comme Isabelle peut-être, ou Ibrahim, ou Isidore, je ne sais pas. Après il y a un B et après un M. Ce serait un certain IBM qui aurait inventé ça. Alors c'est vrai que maintenant que je vous le dis, IBM, c'est pas une marque ça? Peut-être bien, ouais, ça se pourrait, oui. Ouais, parce qu'après ça a été développé par Samsung et Nokia. Alors, monsieur Samsung et madame Nokia, peut-être, ou l'inverse, là. Alors bien sûr, je plaisante, mais vous voyez, pendant longtemps, sur la fresque des inventions, il y avait des noms d'hommes et de femmes. Et maintenant, il y a des noms de marques. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, je vous livre cette réflexion comme ça. Enfin, en tout cas, le smartphone, c'est vraiment le couteau suisse du 21e siècle, hein, ça fait tout. Ça fait GPS, calculatrice, on peut faire des jeux vidéo, ça peut servir d'encyclopédie via Internet, enfin. Il y a même une appli pour faire téléphone dessus. Si, je vous assure. Ouais. Et ça fait aussi appareil photo. Alors, à mon époque, quand j'étais petit, hein, je le dis pour les plus jeunes, alors mon époque, ça se situe avant les ordinateurs, mais après les dinosaures quand même. Entre les deux, voilà, juste entre les deux. Là. Donc à cette époque, quand on voulait prendre une photo, il fallait d'abord posséder un appareil photo, c'est-à-dire une boîte assez stupide qui ne faisait que appareil photo. Hein, si on nous avait vu parler dedans, on nous aurait pris pour un bonnet, vous voyez. Alors il fallait une pellicule. Donc on allait dans un magasin spécialisé, on demandait une pellicule, et là la personne nous disait oui très bien, vous voulez une 12 poses, 24 poses, 36 poses, en couleur, en noir et blanc pour jour de pluie, jour de beau temps. Alors ça veut dire qu'il fallait déjà un petit peu savoir le genre de photos qu'on voulait prendre. Et alors si on choisissait une 12 poses, ça voulait dire qu'on avait droit à 12 photos, pas une de plus. Donc il fallait drôlement bien savoir viser. Sinon on arrivait au mariage de la petite cousine. Elle était tellement belle, la petite cousine. Alors, dans sa robe de mariée, c'est magnifique. Alors, un petit amour, on lui prenait une petite photo, puis deux, et puis trois. Et puis après, oh, il y avait le cousin Gaston. Il a l'air tellement bougon, le cousin Gaston. On va prendre une photo, on va se moquer de lui après. Tiens, allez, tac, une photo du cousin Gaston. Oh, et la grand-mère, tellement mignonne dans son petit chapeau désuet, la grand-mère. Allez, hop, une photo de la grand-mère. Etc., etc. Et puis, on arrivait enfin devant monsieur le maire. Le fameux moment du baiser. Et là, qui c'est qui était baisé? C'est moi. Plus de pellicule. Et zut. Donc voilà, il fallait drôlement bien savoir viser. C'est peut-être une des conséquences désastreuses du progrès. Les gens ne savent plus viser. Ils peuvent faire autant de photos qu'ils veulent, alors ils tirent au hasard, en rafale, des terroristes photographiques. Et puis après, ces dizaines, ces centaines de photos, et ça c'est vraiment un progrès, on peut les mettre directement sur l'ordinateur, on n'a même plus besoin de les regarder.
Et c'est pas très grave qu'on les regarde pas parce que franchement elles n'ont pas beaucoup d'importance. Hein. Qui ici n'a jamais mis des photos sur son ordinateur et puis il les a jamais regardées en fait, il les regardera jamais. Et puis de toute façon elles vont pas se garder très longtemps parce que le numérique c'est fragile. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, un jour il y aura un bug où le matériel aura changé et vos souvenirs auront disparu. Alors si vous avez des photos auxquelles vous tenez, gardez-les précieusement, imprimez-les sur du papier. Le papier, ça jaunit, les couleurs peuvent ternir, mais enfin au moins ça reste. Et à propos de ça, je voudrais vous raconter une dernière petite anecdote, une histoire très personnelle. Voilà, je voudrais vous parler de mon grand-père. Alors moi, j'ai un grand-père que je n'ai jamais connu. Il est mort bien longtemps avant ma naissance. Il était arrivé en France en 1930. Et d'ailleurs, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Vous voyez, on se méfie beaucoup des migrants. Je crois qu'on a raison. Parce que vous voyez, moi, mon grand-père est arrivé en France en 1930. Résultat, à peu près 100 ans plus tard, vous avez une espèce de grand andouille qui vous raconte ses souvenirs pendant 1 heure et qui vous fait perdre votre temps. Hein. Alors franchement, les migrants, il faut faire attention. Hein. Donc, ce grand-père, il venait peut-être de Roumanie ou d'Ukraine ou de Pologne, je ne sais pas bien, et je n'ai rien de lui. Je ne connais même pas sa langue, vous imaginez ça, je ne sais même pas quelle langue il parlait. Tout ce que j'ai de lui, c'est une photo. Elle a miraculeusement traversé l'histoire pour me parvenir, une petite photo, genre photo d'identité. Alors, elle a vieilli, la photo, elle est un peu jaunie, et on le voit là avec sa grosse moustache et un bon sourire. Et cette photo, je la garde précieusement sur moi, dans une petite pochette transparente que je mets dans mon portefeuille, voilà. Il m'arrive de tomber dessus par hasard, ou d'avoir envie de la regarder par nostalgie. Et parfois, je me dis que cette photo, elle m'est d'autant plus précieuse qu'elle est unique. Est-ce que je serais tellement plus heureux si j'avais 100 000 photos de mon grand-père que j'aurais rangé dans une boîte à chaussures qui serait au fond du grenier, je ne sais même plus où, ou que j'aurais mis dans mon ordinateur et que je ne regarderai jamais de toute façon? Cette photo-là, elle m'est vraiment très très chère. Enfin voilà, là aussi c'est une réflexion que je vous livre en passant comme ça. Dans cette petite pochette, il y a une deuxième image d'ailleurs. Ce sont les 2 images qui me sont le plus chères. Cette deuxième image, vous aurez peut-être deviné ce qu'elle est. Non, c'est pas la photo de ma grand-mère, non. C'est un bon point. Ouais. Ouais, le dernier jour à l'école, on a chanté une chanson pour la maîtresse. Et puis on lui a offert des dessins. Moi, j'avais dessiné un bateau pirate avec 2 grands drapeaux. J'avais écrit « Au revoir et bonnes vacances ». Et j'avais du mérite parce que « Au revoir », c'est pas facile à écrire. Hein. Et je savais que ça commençait par un « O », ça d'accord? Mais alors après, un R ou 2. Oh, c'était mon jour de générosité, j'en ai mis 2, allez. La maîtresse, elle a été drôlement sympa d'ailleurs. Elle a fait semblant de ne pas voir les fautes d'orthographe. Elle a pris mon dessin, elle m'a fait un gros bisou. Et elle m'a dit, je te remercie, j'espère que tu passeras des bonnes vacances toi aussi. Et je sais que je t'ai pas rendu la vie facile tous les jours, mais en même temps toi non plus. Hein. Alors match nul. Et tiens, pour te montrer que je t'aime beaucoup, j'ai envie de t'offrir un bon point. Tu choisis celui que tu veux. Alors vous pensez, j'ai pas hésité, j'ai pris celui qui vaut 10. Et voilà, elle me l'a donné, elle m'a re-souhaité bonnes vacances, elle m'a dit, bah tiens, comme ça tu te rappelleras de moi, et puis surtout, sois sage. Hein. Et j'ai répondu, ah oui, oui, sage comme une image. Merci pour votre écoute et allez sur la roulotte. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, n'hésitez pas à venir voir les images.